Quand on parle de musique, on peut l'aborder sur beaucoup de choses. Moi, je voudrais entrer dans le sujet via l'idée que le médium est le message, pour reprendre l'expression de Cormac McLuhan. C'est-à-dire que la musique véhicule quelque chose en elle-même, en dehors du contenu de ses textes, en dehors évidemment de l'harmonie de ses compositions, parce qu'elle est la musique. C'est-à-dire qu'elle est une forme d'expression qui va toucher d'une part à des masses et créer un sentiment de fusion, de communion au sein d'un groupe de gens réunis dans ce qui ressemble beaucoup à un rituel, et vous voyez tout de suite où je veux en venir. Et puis qu'en même temps, évidemment, elle touche au sentiment, à l'émotion, à l'intime, et qu'évidemment, quand on est dans cette forme-là et dans cet effet-là sur le public, on est dans un domaine qui est évidemment très proche aussi du discours religieux, de la prière, du rituel. Et évidemment, donc, lier la question de la religion et la question de la musique est totalement pertinent sur cette table ronde. Et je suis très heureux en fait qu'on aborde cette question sous cet angle-là. Alors juste pour rappeler à quel point finalement la musique n'est pas qu'une expression artistique, mais un enjeu politique, un enjeu moral, un enjeu sociétal, un enjeu peut-être révolutionnaire sur certains points de vue. Pendant les années de plomb algériennes, juste pour mémoire, Chebasni, Chebaziz, Lounès Matoub, Rachid Baba, et ça ce sont les plus connus, il y en a eu beaucoup d'autres, ont tous été assassinés parce qu'ils étaient aussi des chanteurs, des musiciens, parce qu'ils étaient populaires et parce que la façon dont ils s'adressaient à la population était ressentie par leurs opposants, par leurs détracteurs comme particulièrement dangereuse, efficace. Donc oui, la musique, c'est une arme politique. Et je vais laisser maintenant Mylène vous présenter les intervenants de cette table ronde. Bon débat, mesdames, messieurs. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Mylène de Repentigny, donc je suis chercheure à la chaire Raoul-Dandurand à l'UQAM et mon accent me trahit. Et donc, je suis montréalaise. Non, ça va. Donc, oui, j'ai la tâche de vous présenter nos panélistes aujourd'hui, dont je suis très, très heureuse d'entendre et j'ai très hâte de vous écouter. Et oui, je voulais aussi remercier Sciences Po Grenoble. Je vais me joindre à mes collègues pour dire que c'est une magnifique ville et que je suis très, très heureuse d'être ici. Et merci pour ce colloque. Donc, Amina Mesguid est doctorante et assistante de recherche à la chaire Culture, Société et Faits religieux à l'Université internationale de Rabat. Et sa présentation aujourd'hui s'intitule « L'islam, la musique et le sacré ». Farida Souia, qui est postdoctorante au laboratoire méditerranéen de sociologie à Aix-Marseille. Et sa présentation s'intitule « Rapper la migration, une contestation politique ». Et finalement, Théo Blanc fait des études doctorales à l'Institut universitaire européen de Florence. Il est diplômé de Sciences Po Grenoble, si je me rappelle bien. Et sa présentation s'intitule « Le salafisme en Tunisie ». Merci beaucoup. Qui est-ce qui veut commencer? Et je vais être une bonne Montréalaise de moi-même. Je vais vous indiquer le temps requis. Attends. Oui. Alors, je remercie tout d'abord Jean Marcoux de m'avoir invité à cette 6e édition des Journées internationales de Sciences Po Grenoble, événement auquel j'avais déjà assisté il y a 2 ans déjà, mais de l'autre côté de l'estrade. Donc, pour cette présente intervention, on m'a demandé de traiter le rapport de la musique au sacré en général et à l'islam en particulier. Alors, au lieu de vous faire tout un état de la littérature, de ce qui a déjà été réalisé dans ce sens, et vous faire part un peu d'un florilège de sources de seconde main, je préfère transposer cette question relativement générique à quelques réflexions issues de ma thèse doctorale, que je viens de débuter il y a quelques mois. Notamment sur les mutations de la transmission contemporaine dans le cadre des offres spirituelles soufis au Maroc, et notamment des offres d'un point de vue artistique et musical, donc bien entendu. Alors le soufisme, très rapidement, on peut revenir dessus dans le cadre de la discussion.
qui est une dimension intérieure et spirituelle de l'islam, est en effet de plus en plus appelée à répondre aux crises du temps présent, notamment celle de l'extrémisme. Ce discours est même promu en contexte européen et francophone par des politiques tels que Baleza Khiali, ancienne sénatrice de Paris, des intellectuels, des islamologues tels qu'Éric Geoffroy, ou également des intellectuels comme Feu Abdelwahab Medeb, pour faire un clin d'œil à la Tunisie, bien entendu. Alors au Maroc, cette vision est assumée par le discours officiel de l'État, qui voit dans le soufisme un potentiel rempart contre les islamo-conservateurs, ainsi qu'un levier de prévention face à l'extrémisme. Je pars du postulat cependant que la transmission contemporaine du soufisme subirait elle-même ce sentiment de crise par effet collatéral, notamment dans les offres artistiques, ce qui peut relativement entraver sa capacité à répondre aux crises donc en toutes sortes, ne serait-ce que parce que l'on associe généralement les pratiques musicales soufis par des raccourcis simplistes à des pratiques dites sauvages, non orthodoxes, voire même dégoûtantes. Et il est donc paradoxal de constater que la culture soufie, qui est pourtant présentée comme étant l'essence de l'islam au Maroc, et plus important encore, qui est une des composantes de la doctrine religieuse officielle du pays, transmute en tant que praxis, une pratique d'outsider de l'islam dans le langage populaire, au point de concevoir le soufisme uniquement par le biais d'excès, de ce qu'on peut qualifier d'excès et de déviation, comme la transe religieuse. Alors afin de clarifier ce postulat, je vais me pencher sur mon premier terrain, à savoir une représentation artistique contemporaine du soufisme à laquelle j'ai assisté du 20 au 27 octobre de l'année courante à la ville de Fès, donc ville connue comme étant le patrimoine par excellence du soufisme au Maroc. Et il s'agit de la 11e édition du Festival de Fès de la culture soufie, organisée, je cite, sous le haut patronage du roi Mohamed VI, annuellement depuis 2007. Cette édition a été placée sous la thématique de l'Hudur Soufia, la présence du soufisme. D'ailleurs, ne serait-ce que cette thématique implique qu'il y aurait donc un déficit de connaissances par rapport au soufisme et qu'il y a donc lieu à le réhabiliter en quelque sorte. Mais tout d'abord, il est utile de préciser qu'en fait, cette question renferme une autre question en fait en arrière-fond, qu'il est vraiment fort utile en fait de vraiment en parler ici, parce que derrière le postulat que la représentation artistique du soufisme subirait ou absorberait un sentiment de crise, on ne peut nier tout le substrat normatif hérité depuis le 9e siècle en islam, et c'est la fameuse question: est-ce que la musique est halal ou haram? Pas besoin de vous traduire ces termes, je pense que c'est très à la mode, notamment ici. Donc, une parenthèse est très utile dans ce sens, parce que quand on évoque le rapport de la musique à l'islam, on ne pense pas forcément au festival de Fès de la culture soufie, on va penser directement à la médiatisation systématique qui en est faite, notamment donc, voilà, une vision très monolithique, très violente, avec les images véhiculées des talibans qui vont brûler des instruments de musique à cordes notamment, des cassettes, ou encore Daesh et les attaques de novembre 2015 au Bataclan, qui a qualifié justement donc, le concert de fête de perversité pour des centaines d'idolâtres. Ou encore, en 2016, un adolescent qui a été décapité, encore une fois, par Daesh, tout simplement parce qu'il écoutait de la musique à l'épicerie de son père. L'anathème jeté sur la musique, selon certaines interprétations des textes coraniques, représente une ancienne question datant du 9e siècle qui se trouve remise à l'ordre du jour, par le biais d'Internet notamment, donc celui-ci qui regorge d'interdits normatifs. Et à cette fameuse question, donc la musique est-elle haram ou halal en islam, le verset coranique 6 a été retenu de la sourate 31, Luqman. Donc, il est affirmé la chose suivante: et parmi les hommes, il est quelqu'un qui est dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Celui-ci subira un châtiment avilissant. Donc ce verset a été massivement interprété comme étant une interdiction stricte à l'écoute de la musique, alors que le terme musique, si vous le remarquez bien, n'apparaît pas en fait dans ce verset coranique. Ça a été juste interprété comme tel à partir de l'expression des plaisants discours. Voilà, plaisants discours, directement on l'a associé à de la musique. Et à côté, il y a d'autres avis beaucoup plus tempérés, donc des interprétations modérées, dans le sens où on va considérer que la musique en elle-même n'est pas mauvaise, mais qu'elle peut potentiellement mener vers des actes illicites. C'est pourquoi donc il y aura
voilà, des interprétations qui vont expliquer qu'on peut écouter la musique, mais avec certaines conditions. Donc il faut que le contenu soit en quelque peu moral, qu'il y ait une bonne transmission des valeurs, etc. Qu'il y ait l'intention une pureté du cœur de celui qui écoute, etc. Voilà, toute une énumération sur laquelle je peux revenir par la suite. Donc, ce que l'on sait moins par rapport à ce verset coranique, c'est que le terme musique, comme je l'ai dit, n'est cependant pas employé dans le verset coranique, ni dans d'autres textes, ni dans d'autres sourates coraniques, finalement. Ce qui pousse divers théologiens musulmans à brandir le principe islamique relatif à la licéité originelle. Autrement dit, tant que l'interdiction n'est pas formellement formulée, ce serait le caractère licite qui primerait. Il s'agit donc d'une question qui est difficilement résoluble dans la mesure où elle demeure en termes d'interprétation dans l'irtilaf, c'est-à-dire la divergence. Alors normalement dans la divergence, a priori on ne doit pas condamner, mais ce qui va se passer à ce moment-là, c'est un glissement du normatif vers la culpabilisation morale. Parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur aucun texte finalement pour le dire. Alors pourquoi je dis ça? Il y a pour 3 raisons. Et ça, c'est mon directeur de thèse, Farid El Asri, qui a vraiment travaillé sur cette question, pour le coup, avec qui j'ai pu en parler, pour 3 raisons. Donc, parce qu'on associe la musique à des espaces de beuverie et aux espaces mixtes, parce qu'on associe la musique, encore une fois, à l'éloignement d'une conscience politique de la dynastie des Omeyyades à partir de 661, lorsque le pouvoir politique a été fixé. Il y a eu toute une période où ils se sont donc éloignés de la gestion de la Oumma d'une certaine façon, et on a commencé à employer des esclaves musiciens sous le mécénat. Et aussi, pour revenir donc au soufisme, progressivement, 3e raison, parce que tout simplement, on associe tout cela au soufisme qui, lui-même, est considéré comme une innovation par rapport à la tradition prophétique. Donc, soufisme qui lui-même va célébrer, par exemple, la nativité du prophète, donc Maoulid Nabawi, en l'occurrence, et c'est célébré, par exemple, au Maroc par des confréries soufis, notamment celle qui est centrale, donc la confrérie Bouchichia, très proche du palais également. Donc tout cela va donner lieu à quelques retirements de la scène musicale qui vont dénoter forcément de la méconnaissance de ce débat théologico-juridique. Et malgré ce succès des artistes qui sont repentis et le public qui en est demandeur, il existe, fort heureusement, un large panel d'expériences musicales en islam qui viennent conforter certains récits prophétiques d'une certaine autorisation de la musique en islam. Donc notamment, il y a un hadith, donc une parole ou un récit attribué au prophète Mohammed, qui est relatif au fait que lui-même et sa femme Aïcha étaient apparemment dans la mosquée de Médine en train d'écouter un groupe folklorique de Habasha, donc l'actuelle Éthiopie. Et aussi, il y en a beaucoup aussi qui s'appuient sur cet élément pour dire que de toute façon, l'audition est un élément très important en islam. Jean During notamment. Donc, pourquoi? Parce que la révélation coranique en elle-même est une parole avant d'être un texte. Après, la maîtrise qui s'en est faite et toute la rythmique qui a été apprise, donc ça relève un peu du musical et voilà, de cette sonorité. Et de toutes ces expériences musicales, alors je retiendrai l'exemple du Festival de Fès, de la culture soufie notamment, donc en 2018. Je vous fais part, donc c'est vraiment un questionnement qui est en voie de maturation. Je vous fais part de mes premières ébauches de terrain qui, à partir de ces observations, ont ouvert sur d'autres questions. Alors, partant du postulat que les représentations musicales soufis au Maroc seraient en crise, avec un arrière-fond d'un normatif en crise, donc la fameuse question « est-ce que c'est halal ou haram la musique ?», je me suis rendu compte qu'elles sont en réalité dans un processus de mutation en cours, parfois traversé par des logiques globales. Donc, les conditions elles-mêmes de la transmission commence à s'élargir petit à petit. La gnose, c'est-à-dire la connaissance initiatique qui d'habitude se réalise dans des milieux fermés, donc les zaouïas, les édifices religieux, les mausolées des confréries soufis, cette gnose se ferait plus diffuse et donc le rapport de maître à élève aurait évolué, aurait muté avec les fonctions, ce qui implique des nouveaux processus et des nouveaux cadres de transmission. Et ça, c'est vraiment une idée qui germe un peu dans mon esprit actuellement. Pourquoi? Parce que durant ce festival de Fès de la culture soufie, j'ai eu le privilège de faire un entretien de Éric Geoffroy, donc islamologue, attaché à l'université de Strasbourg. Et voilà, enfin, il me disait, on est vraiment à l'heure du post-confrérisme. Donc, c'est à partir de là que j'ai fait tout
cette présentation pour traiter notamment des mutations de transmission. Et donc, sans aller plus loin, ça commence par ce festival où de nouvelles transmissions se mettent en place effectivement. Alors, j'ai relevé 4 points. Tout d'abord, il y a une transmission qui est beaucoup plus inclusive. D'habitude, elle se faisait uniquement entre des musulmans, je parle du soufisme. Cette fois-ci, non, ça se fait entre musulmans, mais également il y avait des chrétiens, des juifs qui assistaient notamment à ce festival. Les thématiques étaient générales et internationales, pouvant attirer même donc des étrangers. Présence également durant les concerts de moines comme intervenants, mais aussi comme artistes, comme le prieur de Notre-Dame de l'Atlas à Midelt, donc au Maroc, seul monastère chrétien d'hommes en Afrique du Nord, et y témoigner de pratiquer le mois de Ramadan également. Donc, même au sein du public, des chrétiens, des juifs en tant que festivaliers, qui étaient touchés par les cérémonies, même sans comprendre la langue finalement. Donc ici, on se rend compte qu'il y a vraiment une importance du religieux en mouvement. On n'a pas besoin d'être musulman pour comprendre et pour être initié d'une certaine façon, en tout cas dans ce cadre-là en particulier. Et c'est tellement un événement international, donc qualifié de Davos spirituel, que finalement, c'était pas totalement adapté, mais d'un point de vue financier, aux Marocains, donc à la majorité de la société marocaine, parce que les tickets étaient particulièrement chers. Oui, c'était vraiment des profils touristiques européens, sinon des classes sociales aisées, moyennes, supérieures du Maroc. Deuxième point de la nouvelle transmission, donc une transmission d'un nouveau genre, tout simplement. Pour Éric Geoffroy notamment, avec qui, donc, je précise, j'ai pu avoir un entretien, à l'heure du post-confrérisme, et donc avec ces nouvelles dynamiques de transmission du soufisme, les femmes sont de plus en plus appelées à jouer des rôles déterminants. Donc pourquoi? Donc tout d'abord, dans le cadre de ce festival, le premier concert, donc le concert d'inauguration, qui était payant, il y a eu une création artistique intitulée Ode aux femmes mystiques, et ce n'était pas un événement qui était anodin, donc on a vraiment voulu commencer par les femmes pour montrer que justement on les met en avant. Et de plus en plus, voilà, le directeur du festival de Fès de la culture soufie, Fawzi Sreli, nous a expliqué qu'il allait amener des derviches tourneurs femmes. Voilà, derviches tourneuses, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais c'est quelque chose de particulièrement novateur. Troisième élément, donc très rapidement, la transmission d'un nouvel accès au soufisme. On veut décloisonner les pratiques musicales soufis des zaouïens. C'est de ces espaces fermés, on va les muter dans des espaces beaucoup plus ouverts. Et c'est ce qui s'est passé notamment donc, dans le cadre de ce festival. C'était des scènes ouvertes au grand public. Cette fois-ci, ce n'était pas payant du tout. La finalité, donc, c'était vraiment de revivifier cette expérience musicale et lyrique dans l'espace public marocain notamment, alors que d'habitude, elles sont vraiment très, très fermées. Et d'ailleurs, c'était des spectacles qui n'étaient pas conventionnels. Ils n'étaient pas du tout considérés comme des spectacles. C'est vraiment des représentations musicales où on entre dans l'intimité des confréries soufis et qui venaient chaque jour, en fait, chaque soir, faire des veillées nocturnes dans des parcs. Quatrième élément, standardisation dans le divertissement offert. Donc ça, c'est le risque. C'est le risque justement de ces mutations contemporaines, des nouvelles transmissions. Le dernier concert, notamment le concert des derviches tourneurs, qui était payant, j'avais l'impression que c'était un spectacle pour le spectacle, dans lequel justement, qu'est-ce que j'ai pu constater, c'est que le public présent n'était pas particulièrement initié ou averti d'une certaine façon par rapport au soufisme. Donc, ils étaient vraiment là pour consommer du religieux. Toutes les 2 minutes, tout le monde se levait pour prendre des photos. Donc, on n'arrivait vraiment pas à se concentrer. La concentration méditative qui est essentielle dans le soufisme, on ne la retrouvait pas. Donc voilà, ils applaudissaient ou des you-you. Moi, j'avais l'impression que j'étais dans un mariage, pour tout vous dire. Et on se rend compte tout simplement que ça peut devenir un bien marchand, donc ces festivals, etc. Donc le soufisme lui-même, lorsqu'il entre en scène, va se plier au consumérisme du grand public et s'impose en même temps en interlocuteur privilégié de l'islam. Et les derviches tourneurs, à ma grande surprise également, se complaisaient dans ce rôle de divertissement standardisé. Il y avait un changement de l'intention, de la fonction du cadre, même ne serait-ce que leur costume
sur scène, ce sont des apparats. On n'entre pas vraiment dans l'intimité. Pourquoi? Parce que normalement, la perte d'emprise de soi-même qui se fait progressivement dans ces pratiques musicales, sur scène, il y a les limites de l'espace-temps, de la représentation. Donc ça doit se faire rapidement, ça doit vraiment se plier aux nouvelles attentes du public. Et finalement, ce seul fait, donc ça c'est une question à laquelle j'ai abouti au final, finalement ce seul fait de se donner à voir peut vouloir dire quelque chose, à savoir que le soufisme contemporain dans sa dimension artistique et musicale se perd relativement de vue au point qu'on ressente la nécessité de le représenter au public, ce qui peut occasionner potentiellement des raccourcis au niveau des systèmes de transmission. Donc c'est un peu comme un folklore qui satisferait le seul tourisme religieux. En somme, ce festival peut être vu, donc, comme je l'ai dit un peu avant, comme un bien marchand. Ça serait, à mon sens, moi c'est comme ça que je l'ai représenté, comme une nouvelle zaouïa, avec une forme nouvelle de transmission, parce qu'en consommant rapidement du religieux à portée de main, les gens se décrivaient, avec les témoignages que j'ai pu recueillir, les gens se décrivaient apaisés et changés après avoir consommé cette expérience, d'une semaine seulement, alors que cela nécessite davantage de temps. C'est une question de toute une vie. Pourquoi ? Parce que même le directeur du festival, Fawzi Sqli, disait on est arrivé au 7e jour de ce forum. Donc il y a eu comme un sentiment d'accomplissement, de finalisation de quelque chose. On est arrivé au 7e jour, on a créé quelque chose ensemble, nous nous sommes enrichis les uns des idées des autres et répondu aux assoiffés du savoir. Deuxième élément, et très rapidement je conclus. Donc aussi parce que les festivaliers avaient l'impression de s'inscrire dans un cadre beaucoup plus large. Ils me disaient on a l'impression qu'on est une famille. On est vraiment une famille, on se retrouve chaque année, donc depuis 11 ans. Également, et ce festival, comme je disais, c'était comme une zaouïa, avec Fawzi Sqli, le directeur, comme guide spirituel. Ses fils qui sont à la co-direction, en termes de communication de l'événement, et les festivaliers qui sont des adeptes. Il y a des présences annuelles des habitués, qui font vraiment la médiatisation pour le coup de ce festival. Et donc voilà, le terrain indique à mon sens des transformations. Il me reste à voir les éditions précédentes de ce festival pour saisir s'il y a des transformations accrues ou pas et mesurer en quoi le festival dans sa généralité illustrerait une résonance des mutations par rapport aux postures, aux discours et stratégies de positionnement du soufisme artistique au Maroc. Voilà. Bonjour, je vais me joindre à mes collègues pour vous remercier de m'avoir invitée. Je suis d'autant plus heureuse de venir qu'après ma soutenance de thèse, je crois que c'était à l'IEP de Grenoble que j'avais fait une de mes premières interventions. Et je suis aussi très heureuse d'être là parce que je trouve que les colloques où il y a non seulement nos pairs mais aussi des étudiants sont beaucoup trop rares. Et donc je suis heureuse qu'il y ait une diversité dans l'audience. Pour commencer un petit peu ma présentation, je souhaitais revenir sur la position à partir de laquelle je vais vous parler de musique. Hop. Hop. Je vais vous parler de musique, puisque tout simplement, je ne suis pas une spécialiste de la musique, ni urbaine, ni contemporaine. Je fais des sciences sociales des migrations, et à partir de cette entrée-là, je suis arrivée sur des productions culturelles, notamment musicales. J'ai commencé à travailler sur le phénomène migratoire des harraga, c'est-à-dire les brûleurs, c'est ainsi qu'on nomme au Maghreb les personnes qui partent sans passeport ni visa, en Algérie, et très vite, en 2009, c'est quand j'ai commencé ma thèse, très vite je me suis rendu compte que ce phénomène migratoire recevait une attention accrue, très importante, si l'on le mettait en lien seulement avec le nombre de départs. Et donc, comme l'a mentionné tout à l'heure Myriam, en fait, je me suis retrouvée à travailler tout autant sur les harragas en eux-mêmes que sur la figure du harraga, sur la politisation de cette migration. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur les liens entre immigration et contestation. Alors, l'Algérie, la grande absente de ce colloque, mais j'ai quand même mis quelques caricatures algériennes qui mettent en évidence un petit peu cette interprétation de la migration comme un acte politique, hein, notamment une qui parle de la Tunisie, puisque c'est une émeute en Tunisie, le président quitte le pays, émeute en Algérie, le peuple quitte le pays. Ou encore ce jeune homme prosterné, mais où il y a écrit la révolte des jeunes continue. Et donc, c'est par ce biais-là en fait que je suis rentrée sur les productions culturelles et j'ai travaillé sur de la caricature, j'ai travaillé sur de la musique, etc. Puisque je m'intéressais à comment un phénomène migratoire devient construit en fait comment on construit à partir d'un phénomène migratoire des figures de la contestation politique.
Et j'en suis venue. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est la place qu'ont pris les productions culturelles dans ma thèse, qui était une thèse de sciences politiques, qui m'a permis ensuite de décrocher un doctorat parmi les anthropologues, puisque j'ai été engagée pendant 3 ans à l'université de Lausanne dans le cadre d'un projet qui portait sur les productions culturelles et digitales et les imaginaires migratoires. Et donc c'est dans le cadre de ce projet-là que j'ai récolté et que j'ai fait le travail de recherche que je vais vous présenter. Donc c'était un projet collectif financé par le Fonds national suisse pour la recherche, dirigé par Monika Salzbrunn, qui est anthropologue et sociologue, et où travaillait également un doctorant qui s'appelle Simon Mastrangelo. Et c'est un travail commun que je vous présente. Donc on a continué à travailler sur la musique. Je dis continuer parce que aussi le hasard veut que même si je ne suis pas spécialiste de la musique, ma première publication était sur les imaginaires migratoires et la musique populaire en Algérie. Où j'avais un corpus qui était principalement composé de musique rail et de rap et de chants de stade. Et on a continué un petit peu cette réflexion récemment avec un travail avec mes collègues sur le rap et le mezoued tunisien et la manière dont ils s'emparent de la question migratoire. Juste pour contextualiser aussi, puisque je n'irai pas... on parle à la fois de la question de la contestation dans ces productions culturelles, mais pas que. Comme c'est un projet qui portait sur les imaginaires migratoires en général, on parle aussi sur la manière dont l'Europe est dépeinte dans ses productions culturelles, mais aussi l'acte migratoire en lui-même. Le postulat derrière tout ça, c'est que ces productions culturelles, elles sont à la fois le reflet, les facteurs de diffusion et d'amplification des imaginaires migratoires et une porte-entrée vers ces imaginaires. Enfin, j'ai beaucoup travaillé donc sur ces liens entre contestation et immigration. Et comme je ne suis pas spécialiste de rap, je voudrais dire juste que la recherche, par contre, sur le rap en Afrique et en Afrique du Nord, elle est très stimulante et en développement actuellement. Il y a un très beau numéro de politique africaine auquel je n'ai pas du tout contribué qui s'appelle Polyphonie du rap, par exemple, où là, on a vraiment des personnes qui travaillent sur la musique. Et pour le cas de Tunisien, pour ceux qui s'intéressent vraiment au rap tunisien, puisque ce n'est pas ce que je vais vous offrir ici comme présentation, il y a les travaux de Stefano Baronet, qui sont très intéressants. Donc, tout ça pour dire que je suis arrivée sur le rap par la migration et je vais vous proposer ici seulement une clé de lecture de cette musique rap, qui est celle d'une musique contestataire. Donc les données et les méthodologies qui sont utilisées dans le cadre de ce projet, notamment dans son angle musical, elles sont diverses. Il y avait d'une part le travail sur les productions artistiques, donc sur les chansons, et là avec aucun sélectivisme, aucune sélection qui est due à l'esthétique, c'est-à-dire qu'on n'a pas allé vers des belles chansons de rap ou des chansons de rappeurs qui ont un flow ou quelque chose qui marche, ni vers des productions forcément commerciales, c'est pas les chansons les plus écoutées. En fait, on est parti à partir des réseaux sociaux et des chansons qui sont partagées sur ces réseaux sociaux-là pour constituer le corpus. Donc d'une part, il y a un corpus où l'une de mes tâches, c'était moi la dialectisante un peu du projet, c'était de transcrire ces chansons et de les traduire pour qu'elles soient accessibles un petit peu à mes collègues également. Une chanson de rap, malheureusement et heureusement, c'est énormément de texte. C'est ça qu'on se rend compte aussi. En fait, ça donne beaucoup de matière. Pour vous donner quand je transcrivais une chanson de mezoued, ça me prenait très peu de temps. C'était une page de texte à tout casser, puisque c'est très répétitif comme musique. Une chanson de rap, c'est quand même autre chose en termes de texte. Et donc, on a fait de l'analyse de contenu de ces chansons de rap-là. Et ce qu'on se rend compte, alors que... on n'est pas que sur des professionnels, à la fois on a des professionnels avec des réseaux commerciaux de diffusion de la musique, mais aussi des amateurs qui enregistrent sur leur téléphone et les mettent sur les réseaux sociaux. On a une homogénéisation du contenu de ces musiques-là. Et ça, c'est assez intéressant puisque alors même que ces jeunes, la plupart des gens qui chantent ce rap disent qu'ils sont légitimes pour chanter la migration parce qu'ils sont issus de Houma Arbiya, qui ne sont pas de quartiers bourgeois, etc. Et que même c'est utilisé pour discréditer certains chanteurs en disant bon, mais il n'est pas affecté par le phénomène, donc il n'est pas légitime pour en parler. On a des choses qui se dessinent et qui sont presque de l'ordre du topos, en fait, où on va toujours sur les mêmes thèmes. Et ces chansons-là, elles parlent
beaucoup en fait de Tunisie et pas seulement que de migration et d'Europe. Et là, je vais vous donner quelques grandes lignes en fait sur les thèmes, ce qui me sert à dire que c'est une musique de contestation. Et là, ça résonne beaucoup avec ce que tu disais, Myriam, tout à l'heure sur ce précariat, puisque c'est vraiment ce même vocabulaire qui va revenir. On a comme un harag type qui se dessine, puisque la plupart des chansons sont chantées à partir de la perspective de la personne qui veut migrer mais qui n'a pas encore migré. Et donc là, on a des champs lexicales très communs avec le batal, le chômage, le faqr, la pauvreté, zawel, et on insiste sur la condition sociale, parfois stigmatisée, parfois revalorisée. On a aussi la question des frontières qui apparaissent, frontières sociales, mais aussi frontières internationales à traverser. On a les murs qui sont très présents, al-huyut, dans les textes. On a un harag qui est présenté souvent comme victime, avec vraiment beaucoup de participes passifs. Il est mahmoum, madloum, mahgour, il a des problèmes, il est oppressé, etc. Donc il y a tout ce vocabulaire-là qui est très présent dans ces chansons-là. Hop, je me suis... où j'en suis. Donc on a vraiment quelques... au point où en fait c'est comme si la vie devenait invivable en Tunisie, et là on le voit aussi avec un vocabulaire du renfermement au point où la respiration presque est impossible, l'impression de s'étouffer, marnour, et la vie, on l'a dit, morra, qsira, et il y a d'autres vocabulaires un vocabulaire qui est très présent aussi, c'est celui du ras-le-bol, quoi. Feddit, yezi, tout ce vocabulaire-là est très présent dans cette musique. Donc on en a assez de sa condition sociale dans laquelle on se sent prisonnier, et donc c'est en ce sens-là aussi que ce discours-là, c'est un discours contestateur de l'ordre socio-économique. Comme on a peu de temps, je ne vais pas forcément développer plus que ça cet angle-là. L'autre angle qui est intéressant, notamment parce que ces productions culturelles, donc, elles ont explosé en 2011-2012. Elles existaient d'ores et déjà, comme le phénomène migratoire existait d'ores et déjà. Là, je m'inscris vraiment dans la lignée de ce que Vincent Gesser nous a dit hier. Il ne faut pas réduire les phénomènes sociaux à leur moment paroxytique, mais il y a un moment un peu de visibilité très forte. Il y a une prise de position par rapport à la Révolution pendant et après. Et là, quand on étend un peu le corpus à aujourd'hui, où il y a beaucoup moins de chansons qui sont produites quand même sur ces thématiques que pendant la période 2011-2012, on voit une distanciation par rapport à cette révolution. Et là, on est aussi par rapport à quelques éléments qu'on a un peu abordés hier, où finalement, c'est la désillusion, le fait d'avoir été acteur principal, mais d'avoir été lésé dans le processus de redistribution de ce qui seraient les bénéfices de la révolution, qui est mis en avant. Et ça, à la fois par des rappeurs qui sont vus comme anti-système et contestataires, mais aussi avec des rappeurs qu'on dirait un peu plus mainstream dans la Tunisie et qui ne sont pas du tout vus comme anti-système. Un rappeur assez commercial, heureusement qu'il n'est pas là pour l'entendre, disons-le. C'est là qu'elle se souvient qu'elle est filmée. Comme Balti, a fait énormément de chansons en fait. Ça devient il a fait 5-6 chansons sur la question de l'harga, où il est de plus en plus, où il aborde la thématique de façon de plus en plus politique. Comme on parle de musique, je voulais quand même essayer de passer un petit peu de musique. Hop. Donc là, c'est une chanson où il y a Balti, mais c'est une chanson maghrébine, parce qu'il y a un rappeur algérien, un rappeur marocain et un rappeur tunisien. Le rappeur algérien et le rappeur tunisien ne parlent pas forcément de leur propre pays là, dans ce cas-là. Là, on est vraiment dans d'autres schèmes aussi, du succès social en Europe. Elle s'appelle Arbi Fiberis, la chanson. Et donc là, je voulais vous montrer un petit peu le couplet de Balti. On n'est pas dans la musique sacrée. Hop. من تونس باريس الروما حاشاكم ببلاد البومة تونس الخلل الكرومة بلادي ما عادش بلادي قطع على ولادي تونس نالي جنبك عطي الحكومة غوكوسي فريدي قالوا ثورة زعما بلادي لا بلانيت ديساج قرودة تاكل في البنانة في على العالم جملة. Bon, si j'en devais garder qu'une rugue, parce que je ne me permettrai pas de tout retraduire, Gelou Tawra Zama Zama. Et donc, on a aussi cette distanciation par rapport à tout ça, et donc une interpellation directement des hommes politiques tunisiens qui émergent à partir de cette musique-là, avec un rejet vrai aussi du système politique tel qu'il est aujourd'hui, et non pas seulement tel qu'il a été dans le passé.
pour finir un petit peu cette présentation, je voulais revenir sur une autre manière dont on a abordé le sujet. C'est celle par le terrain, par des jeunes rappeurs, et voir de la musique en tête en train de se construire. Donc l'une des personnes que j'ai suivies, c'est ce jeune homme. Hop, on va lui rendre. Il a un joli visage, donc autant ne pas s'en priver. Qui s'appelle Samah, qui vient de Bab Jdid, qui est un quartier notamment où le rap s'est développé à Tunis parce qu'il y a une figure assez importante du rap tunisien qui s'appelle Clay Bibidji, qui vient de ce quartier-là et qui soutient aussi un peu à certains égards les jeunes rappeurs du quartier. Donc Samah, quand je l'ai rencontré en 2015, il était un tout petit peu plus jeune que là c'est une photo actuelle. Il avait 19 ans, ça faisait déjà quelques années qu'il faisait du rap et il travaillait notamment sur les questions migratoires, il rappait un peu sur la migration. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il n'a jamais essayé de partir par la mer, mais il dit qu'il a toutes les raisons de partir, et c'est pour ça qu'il écrit sur cette thématique-là, qui lui semble, lui poser même la question de pourquoi tu rappes sur le harga avait aucun sens. C'était pas une question parce que c'était une thématique qui était omniprésente en fait dans à la fois le rap tunisien qu'il écoutait, mais aussi dans le quartier dans lequel il habitait. Et donc on va écouter un petit peu Samah et alors il y a deux copains avec lui là qui sont plutôt tous les textes c'est lui qui les écrit, mais bon à la façon du rap il a une petite clique et donc voilà. Bon, on m'entend un peu glousser sur l'enregistrement, j'en suis navrée, mais bon, on se contrôle pas toujours. Action, freestyle, attaque. من ولاد بجديد MC بلاكو بلاك تايم وانا تايم جونا به فريستايل عطاير عايشين في بلاد الدور بكا مثل احداث نزور بوليتيك قاعدين يغور والشعب محشي الامور تصوركم خارج عليك صباح سيستم عتيك يرحى شو دخل لي فيه غوني الراب الصح راس متكاس صح بدني متجرح خوك متطرح متملح من باب جديد قرجم عليك زمرك حمان وقف عليك وفزي تستم وحلو فيك حديدنا فيك دزين كان عارف فخرة ما عارفين باب جديد الموجود عايشين في بلاد الدور بكا مثل احداث نزور بوليتيك قاعدين يغوروا والشعب محشي الامور مستقبل ظلام حماه بلاد افلام ناس تاكل في السوشي وناس تاكل في الإيدام مادام رئيس هوني يقعد يوفي بالكلام تسمر كلامي حومه كان كي تعيش الايام شدوا كانك وكذربوك في الكوكو باش جهزوك خذوك صدرك تقول لي حومه صار في تونس الاصفار في الغربه تعمل لافار في تونس تعيش فار مادام رئيس طفار وتقول لي حومه علاش تمشي للبار بلاد كازا اللي كبي ما نعرف نحبها حبي بلاد حومتي كلها كبي بلاد كفار ما يعرفوا ربي الطيب تفك حقه كفار الخليه شكو فريستايل دوبل دراغون يا بلاك طيب بو متوفي الام متقاسي للدمار شاب راسي صغري قاسي همي ناسي حاير في كاسي نكرتني ناسي همي زادتني فقري عايرتني لعبه ورتني زادت عكستني ليم خلتني رجع بطاري طحنه بكثره زادت في كاري نفع الاخوه الصاحب لحكي بلا جاري المول ملح العشره بيها لا وبالي توسب الكلبه اللي خلتني ندالي ناسي ضرتني للعبه لزتني قدم ما خلتني 17 عام رجعتني عاود من جديد هدم اللي بنيت من تونس فديت طموحي ما قصتني المولي قد ورتني وما هيجش مني بلادي ياو اليوم مقمر على حياتي نحب نجرب كيما ندادي نحب نوصل لبلاد القاوري ياو. Bled El Gaouri, justement, c'est l'Occident. Il va aller de l'autre côté. Donc, là, il y avait un mix de deux chansons différentes, en fait. Une qui s'appelle Bled El Gaouri, qui parle vraiment plus de la migration, et l'autre où on parle de migration de façon un peu moins directe, mais on dit, il y a un moment où il dit, en fait, il prend les mots qu'on leur adresse à eux, ces jeunes, et en gros, il apporte la migration sur plein d'évidences pourquoi migrer. Et là, il y a plein de thématiques qui sont abordées. Je ne peux pas les développer de façon très grande, mais on a la violence policière, les coups qu'on reçoit, on a les inégalités sociales, on a même des éléments très précis. Il parle de la Constitution, il parle du gouvernement, etc., de la déconnexion, et aussi de sa condition sociale propre. À un moment dans le début de la deuxième chanson, il parle du fait que son père est mort, que sa mère peine, de la relation au sein de la fratrie, etc., etc. Et on a aussi un rapport, pour le coup, au sacré qui est un peu
particulier avec plein d'ambiguïtés sur aussi Bled el Kofar qui apparaît. Alors on ne sait pas si alors même que dans les pratiques sociales, c'est pas des jeunes qui sont dans une pratique religieuse très régulière, voire pas du tout, ni dans des pratiques sociales Alors, je vais éclore. Donc, bref, tout ça pour vous dire que je ne travaille pas sur le rap. Non, mais pour vous dire qu'en fait, ces clés d'entrée-là, elles sont intéressantes pour voir comment le discours sur la politique et la politisation se construit et dans une certaine mesure peuvent s'uniformiser aussi par les productions culturelles, puisque l'un des éléments quand même les plus troublants, moi je trouve, par rapport au corpus, c'est son caractère très unitaire en fait. C'est difficile de faire une étude comparée des chansons. Et que ça reste un point d'entrée en fait par la lorgnette sans doute à la fois des phénomènes migratoires, des phénomènes migratoires, mais pas à négliger non plus. Voilà, c'est ça. Je vais m'arrêter là. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs des Journées internationales de m'avoir invité, en particulier Sandrine Vernet et Jean-Marc Hou, dont j'ai été l'élève ici pendant plusieurs années. Donc je suis très, très heureux de revenir pour vous présenter mon travail en cours sur le salafisme. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la question du salafisme en Tunisie, essayer d'amorcer une transition un peu difficile par rapport aux interventions précédentes. Et je vais essayer de montrer que le cas tunisien nous permet de tirer des enseignements plus généraux à l'échelle de la région sur la nouvelle génération de salafisme qui intervient après les révolutions arabes. Et j'aimerais insister en particulier sur deux points qui vont un peu structurer mon propos. Le rapport des salafistes à l'État, d'une part, et le rapport des salafistes aux islamistes, d'autre part. En sachant que les deux questions se télescopent dans une certaine mesure, étant donné qu'en Tunisie, au Maroc, en Égypte, comme vous le savez, les islamistes arrivent au pouvoir après la Révolution, et également au Yémen, ils n'arrivent pas au pouvoir, mais il y a une croissance importante du parti islamiste Al-Islah. Et je crois effectivement, on ne peut pas comprendre les recompositions de la mouvance salafiste après les révolutions arabes sans prendre en compte à la fois son rapport horizontal son rapport vertical d'abord aux structures de l'État et pour la Tunisie au régime démocratique, et d'autre part son rapport horizontal aux nouveaux acteurs qui vont peupler ces structures et qui vont forger le nouveau jeu politique post-révolutionnaire. Et parmi ces acteurs, les islamistes, évidemment, occupent une place très importante. Donc le rapport à l'État et à la démocratie d'abord. Le cas tunisien est, je crois, particulièrement intéressant parce qu'il constitue un lieu d'observation privilégié du comportement des salafistes vis-à-vis de la démocratie. Dans une région, dans un pays, tout d'abord, qui reste marqué par une histoire autoritaire, et dans une région qui reste jusqu'à ce jour marquée par la prédominance de l'autoritarisme, qui a toujours été le postulat de base de ces groupes religieux. Traditionnellement, le salafisme, comme vous le savez, condamne la démocratie sur la base de plusieurs arguments. Il y a un argument philosophique, le principe majoritaire ou la souveraineté du peuple est contradictoire avec la souveraineté divine. Un argument qu'on pourrait qualifier d'anti-impérialiste, qui est celui de dire la politique moderne, la démocratie, les instruments de la politique moderne en général, comme les partis politiques, sont des créations et des importations occidentales qui sont étrangères à l'islam et qui, par conséquent, lui sont néfastes. À partir de cette critique de la démocratie, il y a deux positions principales qui sont adoptées jusqu'en 2011. C'est une posture dite quiétiste ou scientifique, as-salafiyya al-ilmiyya, qui consiste à dire il faut respecter le souverain, il faut lui obéir en toutes circonstances, aussi autoritaire soit-il, et c'est notamment le salafisme wahhabite en Arabie Saoudite, et à l'inverse une posture djihadiste, le salafisme djihadiste qui va prôner le djihad contre le souverain. La révolution tunisienne a constitué un véritable choc
pour la mouvance salafiste parce qu'elle a remis en cause son postulat de base, à savoir le caractère autoritaire et répressif du régime. Pour la première fois, face à la transition démocratique, les salafistes ont l'opportunité d'avoir recours à un répertoire d'actions légaliste. Et dans ce sens, la démocratie va introduire un paradoxe pour ces acteurs. D'un côté, ils vont rejeter le régime démocratique et son principe, mais de l'autre côté, force est de constater qu'ils vont bénéficier directement d'un nouvel espace libéralisé de débat et de manifestation. Donc, les salafistes font face à ce paradoxe selon lequel le régime démocratique qu'ils rejettent leur bénéficie directement en termes d'organisation de la mouvance et d'expression de griefs. La question qui se pose, c'est faut-il condamner le régime démocratique sur une base doctrinale en dépit de ses avantages évidents en termes d'organisation de la mouvance, ou au contraire, faut-il jouer le nouveau jeu politique pour se donner les moyens de promouvoir de manière efficace un agenda islamique. Ce paradoxe démocratique a produit évidemment des désaccords au sein de la mouvance quant à l'attitude islamiquement légitime à adopter, et donc, in fine, on assiste, après la Révolution, à une diversification des acteurs salafistes. Alors, quels sont ces différents acteurs salafistes qui émergent en Tunisie après la Révolution, et comment s'adaptent-ils au régime démocratique? Quelle est leur réponse, en quelque sorte, à ce paradoxe? Il y a d'abord, premier acteur, Ansar al-Sharia, les partisans de la charia, qui représentent la mouvance salafiste djihadiste en Tunisie, qui est en réalité la composante principale, du moins jusqu'en 2013-2014, avant la répression, la composante principale de la mouvance salafiste en Tunisie. Et c'est en réalité une spécificité de la Tunisie par rapport aux autres pays, où c'est plutôt le salafisme quiétiste qui domine. Ansar al-Sharia est, je crois, à la fois typique de la posture salafiste djihadiste, parce qu'il y a un refus de la démocratie, un refus de la politique partisane, la hizbiya est haram, mais c'est également une posture qui est originale et inédite, parce que le groupe va s'inscrire dans une trajectoire à la fois de politisation et d'institutionnalisation. De politisation parce que le groupe va rejeter de manière explicite l'usage de la violence, ce qui est une donnée inédite pour un groupe djihadiste, et une trajectoire d'institutionnalisation, puisque le groupe va se doter d'une certaine structure, et notamment de maktab ad-da'wa, de bureaux de prédication, et d'un ensemble d'associations légales. Ce qui est également une donnée inédite pour un groupe djihadiste. Alors pourquoi cette évolution? Le leadership d'Ansar al-Sharia considérait que le caractère inédit de la révolution tunisienne et l'ouverture du champ politique subséquent ne permettaient plus de justifier la violence. Et donc la Tunisie était dans la doctrine de ce groupe, je cite, une terre de da'wa, de prédication, et pas de djihad. Bien que le djihad à l'étranger, en Libye notamment, était tout à fait légitime, considéré comme légitime. Et donc le groupe incarne bien le paradoxe auquel font face les salafistes après la révolution, c'est-à-dire voilà, ce rejet de la démocratie, mais tout de même une reconnaissance plus ou moins implicite des avantages liés à un espace politique libéralisé. Et c'est ce qui fait, je crois, toute la nouveauté et l'intérêt de ce groupe, puisque Ansar al-Sharia va se distancer de la posture djihadiste classique, qui est celle d'un exclusivisme, d'un isolationnisme et d'une violence politique, pour évoluer vers un modèle de Jamara islamiste finalement assez similaire au modèle des frères musulmans en Égypte dans les années 1970. Mais toutefois avec un cadre, une rhétorique et une esthétique également qui demeure djihadiste, salafiste djihadiste. Il y a donc un phénomène, du moins jusqu'en 2013-2014, il y a eu un phénomène de normalisation du salafisme djihadisme, qui n'est toutefois pas propre à la Tunisie, puisqu'on peut le retrouver dans une certaine mesure en prenant beaucoup de précautions, on peut le retrouver dans les expériences d'administration de territoire par des groupes djihadistes, donc tout le phénomène Ansar al-Sharia en Afrique du Nord et au Yémen, et dans une certaine mesure également Daesh en Syrie et en Libye. Le deuxième acteur salafiste qui émerge,
après la Révolution, ce sont des partis politiques salafistes, qui sont en réalité le fait réellement nouveau de ces révolutions. 3 partis vont être légalisés en Tunisie, 3 partis salafistes vont être légalisés en 2012 et 2013, le Hizb al-Rahma, le parti de la miséricorde, le Hizb al-Asala, le parti de l'authenticité, là encore les noms sont assez révélateurs, et le 3e, Jabhat al-Islah, le Front de la Réforme, sur lequel j'ai travaillé pour mon mémoire l'année dernière. Ce phénomène de création de partis politiques salafistes est significatif car il marque le passage à la politique formelle d'acteurs qui jusqu'ici refusaient, sur une base doctrinale, de participer au jeu électoral. Et pour ces acteurs, il y a même 2 niveaux. Il y a d'abord le passage à l'engagement politique formel et également un passage supplémentaire, un niveau supplémentaire qui est le passage à la démocratie. Évidemment, ces acteurs sont loin d'être unitaires et il y a une pluralité interne et il y a des lignes plus ou moins dures, une ligne notamment qui va essayer de concilier le principe de Shura avec celui de démocratie et une ligne qui va chercher à imposer par les urnes la charia. Donc la démocratie ne serait qu'un instrument finalement pour parvenir à cet objectif. 3e acteur, c'est un salafisme associatif qui va se déployer essentiellement dans des activités de da'wa, de prédication, de khayriya, qui sont des charités, et un ensemble d'écoles coraniques et d'instituts islamiques. Souvent, ces réseaux sont quiétistes et l'accent est mis sur l'éducation islamique, tarbiya, et la purification, taskiya, de la doctrine juste selon leur vision. Il y a donc, à travers ces structures, un phénomène de reconduction du salafisme quiétiste après la Révolution, qui ne disparaît pas complètement tout de même, malgré le phénomène de politisation que j'ai essayé de décrire. Et ceci dit, même si ces salafistes quiétistes étaient traditionnellement apolitiques avant la Révolution, après la Révolution, ils jouent un rôle politique, disons, informel ou peut-être plus subtil, dans la mesure où ils vont soit être encouragés par Ennahda au début de la Révolution, soit au contraire être hostiles à Ennahda, ou vont également constituer des arènes de socialisation de militants qui vont être multipositionnés dans plusieurs champs, par exemple un parti politique salafiste, une association, une école coranique, donc une fluidité des champs, une circulation des militants. Et enfin, ils ne sont pas complètement apolitiques non plus parce qu'ils s'inscrivent souvent dans une compétition plus ou moins conflictuelle avec la société civile séculière. Ce qui a conduit certains chercheurs à parler de société civile et de société incivile. 4e et dernier acteur, qui est toutefois, je dirais, à la marge du spectre salafiste, d'abord parce qu'il est ultra minoritaire et ensuite parce qu'il repose sur des ressorts autres que l'endoctrinement salafiste, c'est la mouvance djihadiste violente et terroriste. C'est une mouvance qui rejette à la fois le salafisme politique, sur la base de... les salafistes politiques ont été corrompus par la politique moderne, mais ils rejettent également le salafisme quiétiste qu'ils considèrent comme trop mou et pas assez militant pour atteindre les objectifs de la mouvance. La violence politique qui est exercée par cette sous-mouvance se situe, je crois, à 2 niveaux. Il y a d'abord peut-être un niveau internationaliste et panislamiste qui va viser essentiellement les étrangers et les occidentaux en particulier. Et là, c'était par exemple l'attentat de Sousse, l'attentat du Bardo, dont les victimes étaient essentiellement étrangères. Et un autre niveau, qui est un niveau plus domestique, plus takfiriste, qui est dirigé surtout contre l'État, et qui est, dans la terminologie djihadiste, l'État tarout, l'État apostat et tyran. Et là, c'est par exemple l'attentat contre la garde présidentielle en 2015 ou 2016, je ne me souviens plus, 2015. Et également l'attentat très récent qui s'est produit sur l'avenue Bourguiba contre cette kamikaze qui s'est fait exploser près de policiers autour du ministère de l'Intérieur. Voilà donc les principaux acteurs de la mouvance salafiste. Mais j'aimerais aborder très rapidement mon 2e point, qui est qu'il serait erroné, je crois, de considérer que cette reconfiguration
de la mouvance salafiste que j'ai essayé de décrire après 2011 est uniquement le produit de l'opportunité ou de l'ouverture révolutionnaire, c'est-à-dire du changement des structures étatiques, en fait, du changement de régime. Car les salafistes, je l'ai mentionné dans l'introduction, font face à une autre donnée inédite. Il y a non seulement la démocratie, mais il y a également l'accession au pouvoir des islamistes, qui est l'autre donnée inédite pour ces acteurs salafistes. Et effectivement, donc, les islamistes accèdent au pouvoir au Maroc, en Tunisie et en Égypte, et si on a un regard plus macro sur la région, on se rend compte que là où les frères musulmans sont ou étaient, dans le cas de l'Égypte, de solides candidats au pouvoir politique, un salafisme politisé est apparu de manière plus rapide et s'est structuré et s'est institutionnalisé. Donc il y a un lien, je dirais, en tout cas c'est le fil que j'essaie de tirer dans le cadre de ma thèse, entre accession au pouvoir des islamistes, ou en tout cas montée en puissance politique des acteurs islamistes, et le phénomène de politisation des salafistes. Toute la question, à ce stade, qui est une des questions que je pose dans la thèse, c'est de déterminer si cette accession au pouvoir d'islamistes est considérée comme une opportunité pour les salafistes, ou au contraire comme une contrainte. C'est-à-dire, est-ce que les salafistes se politisent pour s'allier avec les islamistes, former un front islamique pour changer la constitution, par exemple, ce qui pourrait être une réponse assez intuitive, parce que les islamistes et les salafistes font partie d'une communauté épistémique assez proche, même si évidemment il y a des différences idéologiques et stratégiques importantes. Donc, est-ce que les salafistes se politisent pour s'allier avec les islamistes, ou au contraire, est-ce qu'ils se politisent pour contrer les islamistes, essayer de préserver leur précaré religieux et leur influence dans la sphère religieuse? Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie. Ah oui, ah voilà, il faut attendre un délai. Merci infiniment pour ces présentations profondément intéressantes. Je vais me tourner vers la salle, ceux et celles qui auraient des questions. C'est la folie. Parfait, mais je vais commencer avec vous. Merci beaucoup. Je suis pas peu fière de vous voir là, hein. Je le dis pour l'équipe pédagogique du Master MMO, d'avoir 2 étudiants récemment diplômés qui sont tous 2 financés à l'extérieur en thèse. Je crois qu'on a accompli notre mission et voilà, je suis très contente de vous voir là. Et puis c'était vraiment très bien. Donc bon, je crois qu'on fait un travail qui est pas mal. J'en suis très contente. J'ai une question pour vous, Amina. On va bientôt se tutoyer vu qu'on est collègues, hein, mais je vous vois pour l'instant encore. Vous avez parlé de la présence de festivaliers juifs au festival. Alors il me semble, parce que j'étais juste après dans un autre festival à Debdou, qu'il y avait aussi une chanteuse, Françoise Atlan, qui était, voilà, et donc j'aurais voulu savoir quel était le discours, et puis d'ailleurs on n'a pas élaboré hein, sur pourquoi le Maroc et la Tunisie, ce grand trou au milieu, bon, ce sont 2 protectorats, il y a quand même des histoires qui peuvent, il y a des points communs hein, qui pourraient, et qui justifient la comparaison, et notamment la présence d'une communauté juive reconnue, le ministre du Tourisme aussi en Tunisie depuis un mois, et un membre de la communauté juive. Quel est le discours, s'il y en a un? Est-ce qu'il y en a un sur la Kabbale, le kabbalisme, la mystique juive? Et à quel titre, donc, comment savez-vous que ces festivaliers étaient juifs? Ou étaient-ils des représentants de la communauté organisée? Merci. Est-ce que ça vous convient si je fais quelques questions? Oui. Merci. Alors, ma question s'adresse également à Madame Mesguid. Et c'est une question de prof. Donc, il y a beaucoup d'encouragement au travail que vous accomplissez. OK. Alors, si j'ai bien compris de votre présentation, vous vous intéressez notamment à ce transfert du rituel soufi vers le spectacle. C'est quelque chose qui a été tenté en Turquie kémaliste dans le passé. C'est une information pour vous. Vous pouvez peut-être l'exploiter. Mais il m'a toujours semblé que la musique soufie est un peu plus large que
ce transfert-là du rituel vers le spectacle. Comme vous le savez, dans ce qu'on appelle la musique shabi, la musique populaire, enfin la version populaire de la musique andalouse en Afrique du Nord, on chante souvent des poèmes d'amour, parfois qui contiennent de l'érotisme, qui ont été écrits par des mystiques soufis. Et il y a également de la musique instrumentale qui est très éloignée du rituel, qui est également considérée comme musique soufie. C'est vrai que c'est moins le cas en Afrique du Nord que dans des pays comme l'Iran, comme la Turquie. Ma question pour vous, c'est est-ce que vous comptez également vous intéresser à ces expressions musicales qui sont soufis mais qui sont éloignées du rituel? Si c'est le cas, je crois que l'approche théorique au départ n'a pas besoin nécessairement de s'articuler autour des débats théologico-juridiques et pourrait intégrer plus un cadre de réflexion esthétique. Voilà. Merci. Bonjour, alors moi, ma question s'adresserait à Théo Blanc en fait. Alors, je te remercie pour la clarté de ton exposé. J'avais une question par rapport, alors tu as soulevé les deux facteurs ouverture du système politique et facteur arrivée au pouvoir des islamistes et l'influence que ça a sur les stratégies des acteurs salafistes. Alors même si ta thèse se focalise d'abord et avant tout sur l'enjeu salafiste, est-ce que tu prévois d'analyser également l'influence non seulement certes de l'arrivée au pouvoir des islamistes sur les stratégies des salafistes, mais également l'influence des stratégies des salafistes sur les acteurs islamistes. Parce que je pense par exemple aux travaux d'Anne-Clémentine Larocque qui montrent que la mobilisation du registre violent par la mouvance salafiste djihadiste a poussé les partis s'inspirant des frères musulmans au Maroc et en Tunisie à adopter une posture plus légaliste vis-à-vis des institutions d'État, mais elle se focalise essentiellement sur le salafisme djihadiste. Et est-ce que toi, tu vas proposer dans tes travaux une interprétation plus large, éventuellement du rapport, de la conséquence des stratégies adoptées par les acteurs salafistes en général sur les acteurs islamistes? Bonjour, merci pour ces 3 interventions vraiment, vraiment intéressantes. J'aurais 2 questions, l'une pour Amina Mesguid et l'autre pour Farida. Alors, Amina, merci. La présentation était vraiment très précise et j'ai beaucoup appris. Je me demandais, alors peut-être que j'ai mal compris, vous avez parlé d'un débat au Maroc sur la musique. Est-ce que c'est halal ou haram? Je ne suis pas certaine que ce soit... J'ai entendu ça à un moment donné de votre présentation et je ne suis pas certaine que ce soit véritablement un débat. Il y a beaucoup de musique, mis à part la musique soufie, inscrite dans les traditions tribales, les musiques tribales berbères, les musiques tribales arabes, les chanteuses amazighes, les chanteuses hassani, donc du Sahara, sans parler des musiques urbaines dans les villes et la scène actuelle. Donc véritablement, pour le coup, au Maroc, la musique est ancrée dans toutes les régions, dans la culture. Oui, donc peut-être que je me suis... Mais peut-être vous aurez l'occasion de revenir là-dessus. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, vous avez parlé de ce débat-là? Ça m'a véritablement interpellée. Je pense que ça concerne vraiment peut-être une minorité salafiste et véritablement une minorité politique. Ensuite, ma question s'adresse à Farida. Vous avez parlé du rap comme expression justement de la volonté d'une partie de la jeunesse de migrer. Je me demandais si vous êtes intéressé aux autres musiques, de ce qu'on appelle la nouvelle scène au Maghreb, et qui est composée pas simplement de rap, mais de reggae, fusion, rock, folk. En Tunisie, les chanteuses comme Badia Bouziri et d'autres qui ne parlent pas nécessairement de migration, mais qui justement vont parler des aspirations d'une partie de la jeunesse en Tunisie et ailleurs, et qui vont les exprimer de différentes façons. Elles vont parler, ces chanteuses et ces chanteurs, de la communauté LGBT, vont parler des aspirations en matière d'éducation et autres. Et est-ce que vous faites des comparaisons pour justement montrer
comment cette diversité musicale reflète aussi une diversité d'opinions par rapport à la question partir ou rester, et rester pour dessiner quel type de société. Merci. Oui, merci pour ces 3 interventions, et je rebondis effectivement sur les compliments qui vous ont été adressés par Claire, et vous dire la fierté aussi qu'on a de vous accueillir aujourd'hui dans ces journées. Ça vaut aussi d'ailleurs pour Farida, même si ce n'est pas une élève du master, mais comme elle le disait, nous l'avions invitée il y a quelques années au sortir de sa thèse dans le séminaire justement général de première année de master. Alors moi j'ai 2 petites questions, parce que j'ai écouté ce que vous avez dit avec intérêt, et la première concerne l'intervention d'Amina. Bon, ça n'a fait qu'un tour quand vous avez parlé de derviche tourneur. J'aimerais avoir des éclaircissements sur ces derviches. D'où venaient-ils? Je suppose que c'était des Mevlevi turcs, mais je n'en suis pas sûr. Et effectivement, alors j'ai été étonné, surpris de voir que ce que vous disiez sur la réaction des spectateurs, finalement au Maroc, de cette prière, parce qu'en réalité, si c'est des Mevlevis, c'est ce qu'on appelle le Sema, donc c'est une véritable prière, qui applaudissait, voire avec des you-yous, à peu près les mêmes réactions que j'ai assisté à des démonstrations de Mevlevi en Turquie avec des touristes occidentaux. Donc, effectivement, ça c'est intéressant. Mais par ailleurs, je vous signale qu'en Égypte, il y a des derviches qu'on appelle les tanours, hein, et là, c'est ouvertement d'ailleurs un spectacle. Ils tournent avec des robes de toutes les couleurs, etc. Et le phénomène aussi que vous signaliez, c'est-à-dire de femmes dans les effectifs de derviches, n'est pas réellement un phénomène nouveau, parce que j'ai pu l'observer à Istanbul il y a de ça près d'une quinzaine d'années, oui, où effectivement, généralement, d'ailleurs, elles tournent avec des robes de couleur et des chapeaux qui sont plus petits que le chapeau traditionnel, des grands chapeaux de feutre brun des Mevlevi. Et il faut savoir que d'ailleurs, les Mevlevis sont des gens qui sont totalement intégrés dans la vie séculière, et donc c'est une manière de vivre sa foi, hein, notamment en faisant ce séma. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose concerne l'intervention de Théo, notamment sur les salafistes. Bon, vous avez effectivement fait une intervention très construite, très détaillée sur les différents types de salafisme et partis salafistes. Mais alors, je sais quand même que leur influence en Tunisie est relativement restreinte, malgré tout. Et il y a un pays voisin, en tout cas proche, où il y a une influence salafiste, enfin une présence salafiste qui est très forte. Ça avait été la surprise des élections, les premières élections législatives 2011-2012 après la Révolution. C'est l'Égypte, avec le parti Al-Nour. Et ce que j'aurais voulu savoir, c'est quelles sont les relations entre les salafistes tunisiens et les salafistes égyptiens. Alors d'un point de vue peut-être institutionnel, est-ce qu'il y en a des relations directes avec certains mouvements, voire d'un point de vue comparatiste, c'est-à-dire comment classeriez-vous le mouvement dominant égyptien dans le paysage salafiste en Tunisie, pardon. Je vais vous laisser répondre. Vous avez amplement les questions pour... On m'entend? Oui, on m'entend? Oui, alors merci pour vos questions et vos encouragements également. Je vais d'abord commencer par la première question de Madame Claire-Marie Nauer. Alors par rapport aux festivaliers juifs, oui, donc il y avait vraiment une présence assez significative dans le cadre de ce festival. Et oui, malheureusement non, il n'y avait pas de discours en fait sur la Kabbale ou spiritualité juive de façon générale, malheureusement. Par contre, il y avait certains questionnements au moment des questions-réponses de festivaliers juifs qui se sont justement présentés et avec qui j'ai pu m'entretenir très rapidement.
et des chrétiens aussi, comme je disais, qui posaient cette question qui ressortait assez souvent. Est-ce qu'on peut être soufi et juif et ou chrétien? J'ai estimé que les réponses à cet effet étaient assez pauvres, insatisfaisantes, parce qu'on disait oui, bon, c'était un peu pour satisfaire la majorité, mais bon, on donnait pas de réponse claire. Je pense qu'eux-mêmes n'avaient pas de réponse pour le coup. Mais ce qu'ils disaient, c'est que oui, ils ont illustré en fait leur réponse par un certain hadith qui explique que il y aurait eu des juifs et des chrétiens qui auraient assisté aux funérailles du prophète Mohammed, et que donc voilà, il y a certaines similarités qui pourraient, enfin des passerelles qui existeraient. Oui, effectivement, cela existe, mais ça n'a pas été tellement traité dans le cadre de ce festival, ni dans les spectacles, ni dans les thématiques des tables rondes. Et oui, par rapport à la seconde question. Donc merci beaucoup. Je pourrais potentiellement, oui, me pencher sur cet aspect-là que vous venez d'identifier. Mais en fait, moi, au préalable, quand je dis que je travaille sur les offres spirituelles soufis au Maroc, c'est vraiment pour essayer de faire un état des lieux des représentations artistiques, entre autres, qui sont faites justement de ce soufisme contemporain au Maroc. Après, peut-être si je peux faire une approche comparative avec d'autres pays, ce qui se fait par exemple en Iran et ou en Turquie, ça serait très intéressant effectivement. Mais j'avais pensé un peu à élargir ma thèse dans le cadre de la médiatisation qui est faite non pas uniquement dans les festivals, etc., c'est un peu plus folklorisé, mais dans les programmes télévisés nationaux, en l'occurrence parce que dans les chaînes nationales marocaines, très souvent, par exemple, quand il y a des concerts spirituels, on va les présenter avec des légendes qui relèvent qui sont vraiment très génériques pour le coup, qui relèvent du traditionnel. Donc c'est vraiment dilué dans le traditionnel et ça n'aide pas la connaissance de cet apport, entre autres, artistique. Donc c'est en tout cas quelque chose qui est en voie de maturation. Effectivement, je pourrais me pencher là-dessus davantage. Par rapport à la question de Madame Abourabi, peut-être que je n'ai pas été claire, je ne sais pas, mais le fait est que je n'ai pas... je sais que ce n'est pas un débat qui est propre au Maroc, et c'est un débat qui est complètement dépassé au Maroc, comme vous dites, il y a vraiment la nouvelle scène musicale, etc. Ce n'étaient pas mes propos, en fait, je voulais vraiment placer mon questionnement. Donc, est-ce que les représentations artistiques soufis sont en crise? Mais dans une question en arrière-fond qui elle-même est en crise dans le cadre de l'islam de façon générale, pas dans le cadre du Maroc. Et cette question, justement, c'est celle que vous avez soulevée à l'instant, est-ce que la musique est halal ou haram? Mais ce n'est pas propre au Maroc. Je sais que cette question, d'ailleurs, c'est la première fois que Monsieur Jean-Marc Roux m'a proposé d'intervenir sur cette thématique. Je me suis dit que c'était vraiment une question qui était davantage posée en contexte européen. C'est vraiment avec des lunettes dans un contexte européen, parce que c'est ici, et notamment en France, où par exemple, quand on dit « je suis musulman », c'est comme si tu t'affirmes. Il y a une affirmation identitaire, contrairement à un contexte ou un contexte anglo-saxon, quand tu dis « je suis musulman », tu te présentes, tu ne t'affirmes pas. C'est totalement différent. Donc, j'estime, oui, que c'est quelque chose qui est largement dépassé au Maroc. On n'en parle pas particulièrement, oui, c'est vrai, malgré qu'il y ait des repentis, des gens qui quittent la scène musicale comme Jdouen, Cheb Rizki dans les années 90, qui était chanteur de rail, etc., qui sont devenus blogueurs sur YouTube, ou qui vont, par exemple, voilà, commencer à critiquer la musique de façon générale. Mais oui, effectivement, je le reprécise, ce n'est pas un débat qui existe au Maroc. En Europe, par exemple, ce qu'on remarque, c'est que vraiment il y a des affirmations identitaires, un retournement du stigmate d'Erving Goffman, c'est-à-dire que de plus en plus on essaye de ces chanteurs musulmans, notamment Médine, donc qui est très médiatisé, ils vont mettre en avant leur islamité, notamment dans des discours apologétiques, etc., parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un sentiment d'humiliation. Donc voilà, c'est vraiment... plus ils ont l'impression qu'il y a un environnement qui leur est hostile, et plus ils vont mettre en avant leurs différences, entre guillemets, ils vont mettre en avant leurs identités, donc oui. Et par rapport à la dernière question donc, de Monsieur Jean-Marc Roux, oui, alors les derviches tourneurs qui étaient présents au dernier concert du Festival de Fès de la culture soufie venaient, c'était des Syriens de France, voilà. Et ils avaient l'habitude apparemment de venir au spectacle
éditions précédentes du festival. Effectivement, non, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Le fait qu'il y ait des femmes dans des samad et les prestations artistiques des derviches tourneurs. Et ce n'était pas encore une fois mon propos, c'était tout simplement pour dire que dans le cadre de cette étude de cas du Festival de Fès de la culture soufie, en particulier en 2018, ils ont pensé enfin à les inviter dans la prochaine édition. Voilà. Mais oui, effectivement, ce n'était pas quelque chose d'inédit en soi. Voilà, merci. Merci pour les questions. Je commence avec celle de Max Valentin. Sur l'influence des salafistes sur les islamistes, évidemment, c'est un point que je n'ai pas eu le temps d'aborder, mais qui occupe une place importante dans mon mémoire. Il y a effectivement une imbrication des trajectoires de l'islam politique et du salafisme en Tunisie et dans la région en général. Les choix idéologiques des partis islamistes après la Révolution, en particulier ceux des Nahda, ont largement aliéné les mouvements salafistes, notamment quand Nahda a abandonné le projet de mentionner la charia dans la Constitution, ou également la disposition de la complémentarité, ou la question de la criminalisation du blasphème. Voilà, toutes ces questions sensibles pour les acteurs islamiques ont largement aliéné les salafistes par rapport aux partis islamistes. Certains d'entre eux avaient voté pour le parti, bien que ce soit un phénomène marginal. En 2011, certains salafistes avaient voté pour Ennahda. Ensuite, il y a clairement une distanciation qui va se marquer. La question est... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Ennahda était sous une double pression. D'un côté, le camp islamiste, de côté, le camp séculariste. Toute la légitimité qu'a essayé de construire Ennahda était basée sur la construction d'un parti modéré et démocratique. Et cette stratégie s'est largement reposée sur l'exclusion et la criminalisation des salafistes, qui finalement étaient un coupable facile, puisqu'il permettait de désigner un autre acteur islamique plus radical que nous. Regardez, nous ne sommes pas si radicaux, regardez les salafistes, voilà ce que vous aurez si vous ne soutenez pas notre normalisation démocratique. Et la thèse que j'essaie de proposer dans le mémoire, c'est que Ennahda a opté pour une politique répressive, après avoir entretenu des liens d'alliance de certaines mesures, notamment avec le parti salafiste Jabhat al-Islah. Ennahda a opté cette politique répressive, ce que je veux dire, c'est que l'inclusion, la normalisation démocratique d'Ennahda et son inclusion, sa reconnaissance comme acteur politique légitime, s'est faite à travers ou grâce à l'exclusion des salafistes. Autrement dit, c'est le salafisme a été, et le salafisme politique en particulier, a été sacrifié sur l'autel de la normalisation de l'islamisme tunisien. Et je crois que l'évolution vers le terrorisme domestique, donc avec les attentats en 2015-2016 et l'attentat récent, est en grande partie liée à la fermeture des espaces politiques pour ces acteurs salafistes qui n'ont plus finalement de possibilité d'exprimer leur voix de manière légale et légitime. La deuxième question à propos de l'Égypte. Les relations entre salafistes tunisiens et salafistes égyptiens est une question très difficile. Aborder la question des réseaux pour les salafistes de manière générale est très compliqué. C'est une question très sensible à la fois pour eux et pour les services de sécurité. Je crois de manière générale qu'il n'était pas très développé. Ennahda a, en 2012-2013, sous la Troïka, invité des prédicateurs salafistes, notamment égyptiens. Il y en a un prédicateur dont le nom ne me revient pas, mais était venu, avait donné une conférence à la coupole de la Mensa 6, je crois, où il y a, en présence de salafistes et d'islamistes. Donc il y avait une volonté de la part d'Ennahda d'obtenir une légitimité islamique internationale, et notamment auprès des acteurs salafistes domestiques, en invitant des cheikhs
salafiste avec une audience publique et transnationale importante. Il y a eu, quand je suis arrivé en Tunisie, je pensais que les partis salafistes avaient comme modèle le Hizb an-Nour, le parti salafiste égyptien. C'était mon point de départ. Et dans le cas de Jabhat al-Islah, ce parti salafiste tunisien, ce n'était pas le cas. Il y a eu des échanges, effectivement. Une équipe du parti salafiste tunisien est partie en Égypte et a rencontré Al-Burhami, la figure principale de Hizb an-Nour en Égypte. Mais les échanges n'étaient pas concluants, et je crois pour deux raisons principales. D'abord parce que Jabhat al-Islah avait une tendance pro-islamiste, a toujours eu des liens avec Ennahda, puisqu'ils faisaient partie de ce groupe initial dans les années 70 qui s'appelait Al-Jama'a al-Islamiyya. Donc ils ont toujours eu des liens et des connexions, tandis que le Hizb an-Nour est aujourd'hui anti-frères musulmans. Ils ont soutenu le coup d'État contre Morsi en 2013, et ils ont un historique de conflit avec la mouvance frériste. Et la deuxième raison peut-être pour laquelle le Hizb an-Nour n'était pas un modèle pour Jabhat al-Islah, c'est que c'est une raison de nature organisationnelle, c'est-à-dire que aujourd'hui, le Hizb an-Nour, en tout cas c'est l'argument de Stéphane Lacroix qui a bien étudié le parti, est que le Hizb an-Nour est un lobby politisé mis au service d'un mouvement salafiste quiétiste qui s'appelle Ad-Da'wa as-Salafiyya. Donc ce ne sont pas vraiment des politiciens, mais ce sont plutôt des cheikhs qui vont participer aux jeux parlementaires pour représenter les intérêts religieux de cette mouvance quiétiste. Tandis que Jabhat al-Islah, ce sont vraiment des politiciens, ce ne sont pas des cheikhs, ce sont des politiciens en costard-cravate, et les cheikhs sont derrière et ont un rôle consultatif, mais ne sont pas les cheikhs eux-mêmes qui ont un rôle politique direct. Et une autre sous-raison, c'est que le Jabhat al-Islah repose sur une base sociale, en tout cas jusqu'à la répression d'Ansar al-Sharia, reposait sur une base sociale salafiste djihadiste. Le succès du parti a reposé, le succès relatif, je veux dire, sa capacité à attirer des membres, reposait sur sa faculté à politiser les salafistes djihadistes et à les convaincre de rentrer dans le champ politique légal. Merci beaucoup pour votre question. Alors, comme je l'avais dit, comme je suis rentrée sur la musique par le biais des migrations, je ne m'intéresse pas forcément aux musiques qui ne parlent pas de migration, puisque c'est ma porte d'entrée. Mais votre question me permet d'aborder une thématique, c'est que à la fin, qu'importe ce que dit la musique, par contre. Parce que là, je vous ai parlé de paroles contestataires par rapport au régime tunisien et à la situation politique actuelle, mais en fait, ce qu'il y a aussi dans cette musique, et j'y suis pas venue à ce moment-là parce que j'ai été un peu courte en temps, il y a aussi vraiment une contestation du régime des frontières, en fait, et de l'inégal accès à la mobilité internationale qui est portée par cette musique-là. Et ce qu'on voit, et ce qui est intéressant, parce que le rap, c'est pas facile à chanter, et donc, c'est pas le rap qu'on va reprendre quand on chante comme ça entre soi. On va reprendre plutôt, même les Tunisiens reprennent souvent des chansons de rail algériens. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, à des manifestations où les jeunes sont assez peu présents, mais comme j'ai travaillé un peu sur les mobilisations autour de la question des migrants disparus, ils chantaient des chansons des chansons de rail, en fait, et ils alterner les répertoires de chansons qui sont vraiment des exaltations de la figure du migrant avec des tonalités très positives en fait sur la migration et le harga, et des chansons qui sont plus du registre de le ghorba, l'exil, les difficultés à partir, etc. Et donc, en fait, ce qui était primordial pour eux, c'était qu'il y avait une figure à l'intérieur de ces chansons qui résonnait avec quelque chose. Et pour finir là-dessus, ce qui était intéressant aussi, c'est que cette question de production culturelle sur la migration et sa capacité à influencer les comportements, elle a été prise au sens littéral par des organisations internationales comme l'OIM. Or, les productions culturelles et les imaginaires migratoires sont des choses très complexes. Et l'OIM a en Tunisie, mais aussi au Maroc, un programme qui s'appelle Salem, qui est un programme qui notamment fait de la sensibilisation au risque des migrations irrégulières et qui passe beaucoup par le biais de financement d'activités culturelles. Et donc j'ai assisté à énormément
d'ateliers de hip-hop, par exemple, ou de tags, qui étaient financés par l'OIM, et où en fait on voulait qu'il y ait un discours anti-migratoire qui soit promu, pas anti-migratoire en général, ils disent contre la migration irrégulière. Il faut savoir aussi que l'OIM est une organisation internationale pour les migrations, mais qui a un biais sédentariste assez important. Hein. Je vous invite à lire les travaux d'Antoine Pécou. Et c'était très vain. Les jeunes, ils donnaient à l'OIM, finalement, quand il y avait le moment représentation, qu'il y a toujours un peu à l'issue de ces ateliers-là, eh bien, ils allaient faire une chanson où ils disent Al-Harga hiya al-hal, et puis Al-Harga c'est la solution, et une chanson juste après où ils disent Al-Ghorba, la vie c'est difficile en Europe, Lampedusa, etc., etc. Donc les registres, ils se mêlent complètement, et c'est plus la création d'une figure en fait du migrant qui a des significations pour eux, qui est mobilisée. Et c'est vrai que je suis navrée de ne pas en avoir parlé, mais la question du droit, par contre, à pouvoir migrer, elle est très forte. En entretien, moi, je me souviens, vous savez, il y a toujours ces moments où on parle beaucoup, et puis il y a quelqu'un qui dit une phrase qui vous reste pendant très longtemps, et puis un de mes interlocuteurs me dit pourquoi toi tu peux venir ici avec une carte d'identité, et moi si j'ai envie de partir de l'autre côté, finalement on me dit comme ils disent beaucoup les drachneya, les Tunisiens, et là, on me demande je ne sais quoi et je ne sais qu'est-ce, et puis il me dit finalement on a pris 9 mois à te concevoir et on a pris 9 mois à me concevoir, et donc c'est vraiment rapporté à la mobilité internationale, à un droit humain, et parfois d'ailleurs, pour faire un clore sur un lien avec la religion, on fait le lien avec la religion. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on voit souvent le visa qui est barré, et des phrases comme la star bil visa, je ne reconnais pas l'autorité du visa, et c'est la terre de Dieu, c'est Ard Rabbi, donc elle est à nous tous. Donc on a aussi toute cette contestation des obstacles qui font que s'ils migrent, ils migrent par la mer quand on est jeune, non employé, non diplômé, etc., etc. Puisque c'est pas tout le monde qui n'accepte pas la mobilité internationale, bien entendu. Voilà. Merci beaucoup. On n'aura pas le temps à d'autres questions, malheureusement, mais je voulais encore vous applaudir. Merci beaucoup, beaucoup.